évidemment d'avoir répondu présent à notre invitation dans le cadre de l'appel lancé par les économistes, et d'ores et déjà signé d'ailleurs par de nombreuses personnalités, sur le thème l'argent des banques et de la BCE pour les services publics, pas pour la finance. Cet appel s'inscrit, vous l'avez évidemment également compris, dans l'action menée actuellement par les cheminots concernant la réforme du système ferroviaire que veut imposer le gouvernement et la direction SNCF. Nous introduirons cette conférence de presse par une intervention de Denis Durand, économiste, puis par une intervention de Laurent Brun, secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots. Nous entamerons évidemment ensuite une série de questions pour une conférence de presse qui durera entre 45 et 50 minutes afin de respecter évidemment, vous l'imaginez bien, les agendas contraints des divers intervenants aujourd'hui. Donc pour faire très court et pour être très rapide, sans plus attendre, je cède la parole à Denis Durand. Merci beaucoup, merci aux participants, à la Fédération des cheminots, puis au CESE dont les services assurent le déroulement matériel de cette réunion. Cet appel que nous allons vous présenter, qui est signé par des économistes, des sociologues, des artistes et aussi des syndicalistes, je pense qu'on peut le considérer comme un des exemples de soutien que le mouvement social des cheminots recueille dans des secteurs très divers de la société française, et je pense en particulier sur ce point-là qu'il repose ce soutien également sur le fait que les cheminots ne se contentent pas de se protester contre le projet du gouvernement, mais ils ont leur propre projet, leur propre proposition pour l'avenir du service public ferroviaire, dont tout le monde connaît l'expression sous la forme du rapport Ensemble pour le faire. Et donc là, notre appel est conçu dans le même esprit. Alors il porte sur un point très précis mais très important, puisqu'il préconise des solutions à ce qui est présenté comme le problème numéro 1 de la SNCF, son endettement. Alors, on peut discuter d'ailleurs pour savoir quelle est l'ampleur réelle de ce problème, mais le fait est que le Premier ministre a confirmé avant-hier, par le contrôle des participants à la réunion, que le gouvernement comptait reprendre une partie de la dette de la SNCF entre 2020 et 2022, mais il pose à cette reprise des conditions, c'est-à-dire ça ne se fera que si le statut des cheminots est abandonné pour les nouveaux entrants, et que si un plan d'austérité dans l'entreprise vient encore dégrader ses conditions de fonctionnement. Et lui-même et le ministre des Finances ont prévenu que le coût de cette opération allait incomber aux finances publiques, et qu'il pourrait être couvert par des réductions de dépenses dans d'autres domaines. Alors il faut se demander lesquels. Est-ce qu'on va supprimer des dépenses pour les hôpitaux, pour la justice, pour les universités? Je pense qu'il y a quelque chose là qui est totalement inacceptable pour nous en tant qu'économistes et en tant que signataires de cet appel. Parce que nous savons très bien que la politique du gouvernement n'est en rien de nature à libérer la SNCF de ce qu'on appelle le poids de la dette et qui en réalité en fait est symptomatique de quelque chose de plus grave, qui est ce qu'on peut appeler le coût du capital. Alors, ce n'est pas seulement un poids écrasant en raison des charges financières et des intérêts qui sont supportés par la SNCF. Si on voit un peu large, si on prend les comptes des transports, le compte national des transports, si on prend l'ensemble du secteur du transport ferroviaire, sur l'ensemble des dépenses réalisées en France en matière de transport ferroviaire, vous avez 2,7 milliards qui vont aux institutions financières, banques, assurances et autres institutions financières, essentiellement en frais financiers. Ça, c'est les chiffres de 2016, comptes nationaux. Et donc, c'est presque le tiers de ce qui va aux salariés du secteur, qui représente 9,5 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment très important. C'est un chiffre sur lequel nous attirons l'attention, parce qu'on le cite moins souvent que les 50 milliards de dettes de cette CF Réseau et les 46 milliards empruntés sur le marché financier. Mais je pense que derrière les chiffres, il y a aussi toute l'influence de cette pression des marchés financiers sur la façon dont l'entreprise et dont les services publics sont gérés. Avec une obsession d'isoler ce qui est rentable et ce qui n'est pas rentable, de mettre en concurrence les services, et ça a conduit des cloisonnements, des dysfonctionnements que les syndicats des cheminots ont mis en lumière depuis le début du mouvement, et une inefficacité qui pourrait être surmontée si on gérait de façon plus rationnelle le service public des transports ferroviaires. Et alors, c'est d'autant plus grave que le gouvernement annonce déjà que dans le cadre de cette reprise de la dette et de ce qui va se préparer dans les années à venir, il est prévu de bloquer
ou de limiter sévèrement les investissements de la SNCF dans le futur. Toujours au nom de la réduction de la dette. Or, le problème, c'est que nous, ce que nous voyons d'abord, c'est les demandes des usagers des transports. On a besoin d'investir dans les transports ferroviaires pour faire face à l'état dégradé des infrastructures, pour remettre les transports urbains en état d'absorber la demande croissante qui leur est adressée par la population, pour mettre fin aux dégâts environnementaux qui sont causés par les transports de marchandises très lourdes sur la route, et donc le transfert vers le fer d'une partie du trafic actuellement assuré par les transports routiers. Il y a aussi toute une dimension technologique, introduire des nouvelles techniques de transport qui sont plus économes en énergie et plus respectueuses de l'environnement, avec la dimension informatique. Les transports sont un domaine dans lequel la gestion de l'information est quelque chose de stratégique. Et puis bien entendu, tout ça, à nos yeux, ça passe par la consolidation du statut des cheminots et non pas par son abandon. Et même son extension à l'ensemble des salariés du transport, c'est une vieille revendication syndicale que nous considérons comme justifiée. Et évidemment, cette vision d'avenir du transport ferroviaire, qui concerne les entreprises qui assurent le service de transport, et ça concerne toute la filière industrielle. Il y a tout un dossier Alstom qui est en cours et qui est en train de connaître des rebondissements, mais qui est directement lié à la conception qu'on peut avoir de ce que devrait être l'évolution des transports ferroviaires dans les années qui viennent. Donc il va falloir investir dans les transports ferroviaires, tout le monde le sait, le gouvernement le dit, et le problème sur lequel nous attirons l'attention, c'est que si on continue à s'en remettre au marché financier, donc 46 milliards d'emprunts de SNCF Réseau sur 50 milliards, donc 40 milliards d'emprunts obligataires, ça ne va pas être possible. Ce régime de financement expose nos services publics à tous les risques de la remontée des taux d'intérêt qui est en train de se dessiner aux États-Unis et qui finira bien par se manifester en Europe tôt ou tard. Et même aujourd'hui, avec des taux d'intérêt qui sont effectivement bas, il ne faut pas considérer que ça ne coûte rien. Le coût d'endettement de la SNCF pour un emprunt à 30 ans doit tourner un peu au-dessus de 2% en ce moment. 2% pendant 30 ans, ça fait beaucoup d'argent. Hein, c'est pas rien. Donc nous affirmons, nous, qu'il y a une autre façon de financer les investissements dans le service public des transports ferroviaires. Et nous le faisons parce que nous regardons des choses qui existent. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne et les autres banques centrales nationales qui constituent avec elles ce qu'on appelle l'eurosystème, dans la zone euro, prêtent aux banques à des taux qui varient entre 0%, c'est la norme, et des taux négatifs jusqu'à moins 0,4% si les banques qui reçoivent ces refinancements mettent en évidence que cet argent va servir à financer les entreprises. Donc, et il ne s'agit pas de refinancement au jour le jour, à très court terme, comme on le croit parfois, ce sont des prêts à 4 ans. Donc, c'est ce que la BCE appelle le Targeted Long-Term Refinancing Operations, des opérations de refinancement à long terme ciblées. Ça fait 760 milliards d'euros quand même, à la date de mercredi dernier. Mais le problème, c'est que c'est ciblé, mais personne ne peut dire aujourd'hui si cet argent sert vraiment à créer de la valeur ajoutée, à développer de la richesse et à enrichir les capacités humaines pour produire des richesses dans les territoires européens de la zone euro. Et on ne sait pas non plus si ça sert à économiser les ressources naturelles. Mais donc, là, nous savons que nous avons un emploi possible de ces fonds qui répond à ces conditions. Pour le développement des territoires, pour l'environnement, pour le service public, pour la consolidation du tissu économique local. Si nous dépensons ces crédits-là pour développer les investissements nécessaires dans le service public ferroviaire, nous savons que ces effets-là seront acquis. Donc, pourquoi ne pas utiliser ces ressources-là pour financer le transport public ferroviaire ? Elle crée de la monnaie, c'est son métier. Et elle a créé beaucoup d'argent. En dehors même des 760 milliards dont je parlais à l'instant pour le refinancement des banques, elle a créé 2500 milliards en achetant des titres sur le marché financier. Depuis ça fait plusieurs années, et le programme actuel court depuis 2015. Et donc, et là, on ne sait absolument pas où va cet argent. Ce qu'on sait, c'est qu'il contribue à faire gonfler les bulles financières et les spéculations sur le marché financier. Donc nous pensons que cet argent pourrait être utilisé beaucoup plus efficacement pour répondre aux besoins des Européens et des Français, et que ça n'aurait pas d'effet inflationniste dès lors que les conséquences en matière de création de valeur ajoutée se manifesteraient au cours des années à venir. Alors évidemment, si
La BCE, on va nous dire, elle n'est pas du tout disposée à faire ça en ce moment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que la BCE ne voulait absolument pas faire, et puis finalement, sous l'effet des réalités de la crise, elle était amenée à les faire. Par exemple, acheter des titres publics ou prêter à 0% et même moins de 0%. Mais si la BCE n'est pas aujourd'hui disposée à le faire, nous disposons d'institutions financières publiques comme la Caisse des dépôts, comme BPI France. Il y a une institution financière publique européenne qui est la Banque européenne d'investissement, qui pourrait le faire et qui pourrait se tourner vers la Banque centrale européenne pour obtenir un refinancement à 0% ou à moins de 0%. C'est prévu par l'article 123, alinéa 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dit traité de Lisbonne. Alors, une dernière remarque pour terminer cette introduction, c'est que le problème, et à notre avis les solutions, sont communes à la SNCF et à l'ensemble des services publics. Et ils se heurtent aux mêmes obstacles. Le coût du capital imposé par les marchés financiers. Et nous, pourtant, on aurait besoin d'embaucher des infirmières, des médecins, de mettre les universités en état d'accueillir les étudiants efficacement, de permettre aux collectivités territoriales de financer les investissements que les populations attendent, de réaliser aussi, plus généralement, les énormes investissements que va nécessiter la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur l'utilisation de la création monétaire pour ça, et pas seulement par les signataires de cette affaire. Donc on a besoin en Europe de services publics gérés de façon démocratique par leurs usagers et leurs agents, et non pas des méthodes bureaucratiques actuelles inspirées par une espèce de croyance religieuse dans les bienfaits de la concurrence, et donc nous avons besoin de moyens financiers pour ça. Et c'est pour ça qu'à terme, notre proposition est de créer un fonds de développement économique, social et environnemental européen qui financerait des projets démocratiquement décidés dans chaque pays, et si ce fonds était doté du statut d'établissement de crédit, il pourrait lui aussi faire appel au refinancement de la Banque centrale européenne. Donc, nous appliquons la même méthode au traitement de la dette existante, les 50 milliards, qui pourraient être repris par la Banque centrale européenne dans des conditions très favorables. Alors, dans l'immédiat, nous demandons, c'est écrit dans l'appel, je cite simplement, des négociations autour d'un véritable plan d'avenir pour le transport ferroviaire, un plan d'urgence d'investissement matériel et humain finançant à des taux très bas, proches de 0% par la Caisse des dépôts et les banques publiques pour les services publics, et que la Banque centrale européenne appuie ce plan en attribuant à ce pôle public une partie des milliards qu'elle crée chaque mois sur les marchés financiers. Donc ça vaut pour des investissements futurs et ça vaut aussi pour la reprise de la dette existante. Alors c'est sur ces bases que notre appel, donc je signale que dans les signataires que vous pouvez relever dans le document qui a été remis, il y a des économistes comme François Morin, professeur émérite à Toulouse, qui est une figure de la profession économique en France, membre des économistes atterrés, d'autres, Frédéric Bocara, qui est lui aussi économiste atterré, membre du conseil d'administration des économistes atterrés, Alain Grandjean, qui est le responsable économique de la Fondation Nicolas Hulot, pour aller vite, Laurent Cordonnier, professeur à Lille, qui a été l'auteur d'un rapport sur le coût du capital il y a quelques années, en partenariat avec la CGT, comme Claude Dudry, les membres du réseau Ferinter, qui est un réseau de recherche sur les transports ferroviaires, dont Valérie Barca est une des animatrices, des membres d'une association d'élèves d'HEC, donc des études commerciales, et je pense que j'en oublie, vous trouverez pas mal de signatures de cet intérêt-là dans nos 60 premiers signataires. Il y a aussi des syndicalistes qui sont représentatifs de secteurs très variés, et notamment de tout le secteur des syndicats du monde de la banque et de la finance. Parce que ce sont des idées qui figurent, qui sont dans le débat aussi dans ces professions-là. Et puis, bien entendu, parmi les syndicalistes, les premiers, évidemment, à figurer, ce sont bien sûr nos amis de la Fédération des cheminots CGT, à qui je laisse la parole. Merci. Alors effectivement, la Fédération des cheminots a répondu positivement à cette démarche parce que dans le projet du gouvernement, on avait identifié immédiatement qu'il n'y avait pas de mesures concrètes sur le financement du service public ferroviaire, alors que précisément c'est la troisième réforme dont on va dire le motif initiateur officiel est la question du dérapage de la dette et du financement du service public et des infrastructures. Sous la pression de la grève, le Premier ministre a récemment déclaré qu'il ferait des annonces avant la fin du mois concernant cette dette, j'y reviendrai. C'est un élément
intéressant. Néanmoins, il faut regarder le contenu. Nous constatons que la dette n'est traitée que dans le cadre d'une privatisation de l'activité ferroviaire. Des investissements massifs sont actuellement consentis, financés pour une large part par la SNCF, avant que les conventions régionales ne soient livrées aux opérateurs privés, de manière à leur éviter d'avoir à soutenir d'une manière ou d'une autre ce poids-là. Je remarque d'ailleurs que le bénéfice des compagnies privées ne fera pas l'objet de rétrocession à SNCF Réseau pour le financement de ces travaux, comme c'est le cas pour SNCF Mobilité actuellement. Et à ce jour, aucune garantie réelle n'est apportée concernant le financement de ce qu'on a appelé les petites lignes, c'est-à-dire les travaux massifs de régénération qui sont nécessaires, sous peine de dégrader la qualité, voire même de fermer ces lignes-là. Sur les LGV, donc les lignes à grande vitesse, la possibilité qui est inscrite dans le projet de loi que certains opérateurs ne couvrent plus le coût complet de l'infrastructure par les péages, tout en réalisant malgré tout un bénéfice sur l'exploitation de leur desserte, montre que même pour le TGV, qui n'en avait pas besoin jusque-là, puisque l'ensemble des lignes, même si on estimait que certaines lignes étaient déficitaires, l'ensemble des lignes par la mutualisation et ce qu'on appelle la péréquation avait, on va dire, une couverture globale du coût de l'infrastructure, et bien, même pour le TGV, il faudra revenir à une contribution publique qui sera assumée par SNCF Réseau au travers d'un manque à gagner, entre guillemets, sur les péages de ces lignes. La bouffée d'oxygène générée par la reprise de la dette est-elle donc destinée à financer cette socialisation des pertes pour permettre la privatisation des bénéfices? C'est une question que nous avons posée au Premier ministre et qui reste posée. De même, la transformation de l'entreprise publique en société par action impose de respecter les normes d'endettement maximum liées aux sociétés anonymes. C'est donc probablement sous ce flotteur-là que le gouvernement placera la nouvelle entité par la reprise d'une partie de sa dette. Le désendettement vise-t-il donc à rendre possible uniquement la première étape de ce que nous interprétons comme la première étape d'une privatisation, qui est le passage de l'entreprise publique en société par action? Si l'on croise ces éléments, ces interrogations, avec le fait que le gouvernement n'affiche aucun objectif de développement du mode ferroviaire par rapport au mode plus polluant, objectif qui pourrait être lié à ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire de l'aménagement du territoire, des objectifs environnementaux, etc., etc., on comprend que le sens de la reprise de la dette par l'État est de nourrir l'économie privée. Et c'est ce qui en partie nous inquiète. Nous sommes dans une réforme libérale. L'appel des économistes à financer les services publics autrement procède à notre sens de la démarche inverse qui consiste à chercher à financer la réponse aux besoins des usagers en se basant d'abord et avant tout sur ce besoin des usagers. La CGT considère que le désendettement et les financements pérennes doivent servir à répondre à des objectifs ambitieux en matière de développement du mode ferroviaire, des objectifs ambitieux en matière de desserte des territoires, de qualité de service et d'un haut niveau social pour les salariés. L'origine de la dette, elle est maintenant à peu près connue de tous, même si dans les services de l'État, notamment du côté de Bercy, on résiste encore un peu, mais il s'agit essentiellement de choix impulsés par l'État, soit dans une logique d'aménagement du territoire avec la construction de LGV ou autre, soit de renforcement de la filière industrielle par des commandes aux fabricants de matériel roulant. Aujourd'hui, il s'agit des investissements de régénération à réaliser pour rattraper 40 ans de sous-financement. Cette dette est donc liée à 100% à la politique publique de l'État. Dans n'importe quel autre mode de transport, financer sa politique publique. L'État doit donc reprendre l'intégralité de cette dette. Mais par ailleurs, le désendettement, évidemment, n'est utile que si l'on tire les leçons du passé et qu'on ne reconstitue pas une situation de même ampleur. Le gouvernement annonce une nouvelle règle d'or qui empêcherait la SNCF de s'endetter pour des investissements non financés par d'autres intervenants, et notamment, on imagine, les intervenants publics. C'est selon nous un contresens. Cela reviendrait à réduire la voilure du système ferroviaire en fonction de la politique d'austérité du gouvernement, et non pas de développer une politique publique ambitieuse qui trouverait les moyens nécessaires
à la réponse aux besoins des prochaines années pour nos concitoyens. Nous avions donné cet exemple-là, mais sur le transport de marchandises, si les flux de transport augmentent de 90% d'ici 2050, alors pour répondre aux besoins, il va falloir investir massivement dans le mode ferroviaire, ne serait-ce que pour limiter la croissance du mode routier. Il ne suffira pas de mettre un siège et ensuite de constater en 2050 que finalement c'est la route qui a capté tout le trafic, que l'infrastructure routière est complètement engorgée, que la pollution est terrible dans les centres urbains et ailleurs, que l'accidentologie a grimpé en flèche, etc., etc. Il faut des mesures de politique publique dès aujourd'hui. C'est pour cela que la CGT a proposé que le financement de l'infrastructure soit intégralement assumé par l'État, afin d'assurer un rééquilibrage rail-route dans une égalité de financement, tout cela par le biais de la FIF, l'association de financement des infrastructures de transport français, qui serait dotée donc d'une ressource fléchée conséquente correspondant aux objectifs qui sont fixés. Cette ressource, en l'occurrence, nous considérions qu'elle était à trouver du côté de la TICPE. C'est pour cela également que nous regardons avec intérêt les propositions de pôles publics bancaires ou de recours aux institutions publiques bancaires qui permettent de financer les investissements à moindre coût. Le gouvernement, au travers de la référence à une nouvelle règle d'or, laisse lui entendre qu'il n'y a pas de ressources supplémentaires à attendre pour le financement du service public. Or, il dit lui-même qu'il manque déjà 3 milliards d'euros au système actuel. J'ajoute qu'il manque beaucoup plus si on en vient à cette politique ambitieuse dont j'ai parlé à l'instant. Mais, selon les chiffres mêmes du gouvernement, aujourd'hui il manque 3 milliards. Nous avons compris que le gouvernement voulait atteindre l'équilibre financier d'ici 2022. C'est ce que le Premier ministre a annoncé en disant que l'échéance de la reprise de la dette serait 2020, probablement 2021 et peut-être 2022, donc qu'on ferait des tranches de dette sans en préciser concrètement le montant et les conditions. Mais nous pensons que ces propositions ne sont pas sérieuses. Il ne veut pas reprendre la totalité de la dette, il n'y aura donc pas un effet plein de baisse de son coût sur le système. Et donc, quand on parlait, nous, d'1,7 milliard de frais financiers qui pèsent l'année dernière sur l'entreprise publique SNCF, si la dette n'est pas reprise en intégralité, alors ça veut dire qu'on n'aura pas le bénéfice plein et entier de l'économie de ces frais-là. Par ailleurs, Madame Borne expliquait hier, je crois, que la remise en cause du statut des cheminots ferait économiser 100 millions d'euros, chiffre que nous considérons aussi fantaisiste et que nous contestons par ailleurs. Mais vous voyez bien qu'entre la non-reprise totale de la dette, donc le non-effacement des frais financiers, et les mesures de cette loi qui finalement semblent se résumer à 100 millions d'euros, on est un tout petit peu loin des 3 milliards nécessaires. Si l'on ajoute à cela le fait que le gouvernement annonce des investissements supplémentaires, il a déjà annoncé, dans le fil du rapport Spinetta, le passage de 3 milliards nets d'investissement de la SNCF, net des subventions de l'État, de la SNCF à 3,6 milliards. Cela signifie que la SNCF aurait à financer 600 millions supplémentaires d'investissement. Ce seront aussi 600 millions qu'il va falloir trouver. Et donc, ils se rajoutent à la facture. Si l'on rajoute enfin le coût de la remise en cause de la trajectoire des péages TGV inscrite dans le contrat de plan actuel de performance SNCF, réseau, État, coût qui n'est aujourd'hui pas chiffré, mais dès lors que l'on ne tient pas la trajectoire d'augmentation des péages TGV, on sait qu'il y aura plusieurs dizaines, plusieurs centaines de millions supplémentaires à financer. Si l'on rajoute encore, et j'en termine là, le coût d'un passage en société par action, qui renchérira le prix de l'argent, là encore, coût dont nous ne connaissons pas le montant, puisque l'étude d'impact que nous avons demandée, a priori, n'a pas été réalisée, le sera probablement plus tard. Elle a été demandée par un certain nombre de députés et de sénateurs des commissions des finances. Cette étude d'impact n'existe pas, mais il y a fort à parier que la perte de la
du caractère d'entité publique amènera à une dégradation de la note de l'entreprise, et donc un renchérissement. Sera-ce un renchérissement majeur ou mineur? En tout cas, ce sont des coûts supplémentaires. Ces approximations-là sont le signe d'un projet de réforme mal travaillé, purement idéologique, et vous comprenez bien que dans ces situations, les organisations syndicales ont de quoi s'inquiéter. Si le président Macron dit qu'il n'y a pas d'argent magique, nous voyons bien que le gouvernement va à nouveau ajouter sa solution miracle. C'est pas très loin de l'argent magique quand même, hein. Solution miracle qui consiste à faire référence à la productivité des cheminots. Parce que, bien évidemment, nous avons le droit à la productivité des cheminots à chaque chapitre et à chaque montant. À ce titre, quelques petits comparatifs. Les masses salariales de SNCF Réseau et SNCF Mobilité représentent, donc l'année dernière, 7,4 milliards d'euros, soit un tiers du chiffre d'affaires, ce qui est dans la moyenne basse plutôt des grandes entreprises ferroviaires. Trouver 1,5 milliard de productivité supplémentaire, 1,5 milliard, 1 milliard, 2 milliards, c'est pas trop, là-dessus, d'ici 2022, puisque le Premier ministre affiche la volonté d'équilibre en 2022, c'est, nous le disons, totalement fantaisiste. Cela reviendrait à imaginer qu'on peut supprimer plus de 20% du personnel en 2 ans, ce que même les pires dirigeants de la SNCF n'imagineraient pas dans leur rêve ou dans leur cauchemar, je ne sais pas les pires, mais en tout cas, ça paraît complètement vraiment fantaisiste, on ne peut pas dire autre chose. L'équation gouvernementale fait donc pour l'instant l'objet d'un zéro pointé en matière de rigueur, en matière de cohérence et aussi en matière de défense de l'intérêt général. En revanche, nous comprenons bien la logique idéologique qui est la privatisation de l'activité au travers du recours à des opérateurs privés ou de l'entreprise au travers de son changement de nature. Or, cela ne profite, et nous l'avons vérifié, qu'aux actionnaires. Petit parallèle, puisque l'on parle d'argent, citons seulement 3 exemples de ce qui a été volé aux citoyens sur les dernières années. Ce qui est important aussi quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, de regarder où il va. France Télécom, privatisé, a versé 26 milliards 760 millions d'euros en 15 ans à ses actionnaires privés, plus une autre partie supplémentaire à l'État qui conserve 15%. EDF, dont l'État est encore largement majoritaire, a versé 3,6 milliards à ses actionnaires privés. GDF, fusionné avec Suez pour créer Engie, a versé 20,6 milliards d'euros à ses actionnaires privés sur les 10 dernières années. Enfin, les sociétés concessionnaires d'autoroutes, que la fédération cible assez régulièrement, ont versé 21,4 milliards de dividendes à leurs actionnaires privés ces 10 dernières années, soit entre 65 et 100% de leurs résultats. Pour ces 4 secteurs-là, ce sont donc plus de 72 milliards en 15 ans qui ont été ponctionnés sur le bien public. 72 milliards en 15 ans qui auraient pu servir à l'amélioration des services publics de l'énergie, des télécommunications et des transports. Or, aujourd'hui, le service, puisque c'est à ça qu'on nous renvoie aussi, le service s'est-il amélioré par cette privatisation et cette concurrence dans ces 4 domaines-là? L'État est sollicité pour financer l'investissement pour l'installation de la fibre en matière de télécommunications, pour couvrir 40% du territoire, sans quoi le progrès exclura une large partie de nos concitoyens. Le réseau routier est globalement dans un état préoccupant, et il suffit de circuler dans Paris pour voir que c'est même plus que préoccupant dans la région parisienne. Les prix de l'énergie explosent, dans le même temps qu'on nous dit que l'investissement dans de nouvelles centrales augmentera encore la facture. Donc, sur le prix, sur l'état de ces réseaux, sur la casse de l'emploi, il n'y a aucun bénéfice pour la collectivité. C'est ce qui fait dire à la CGT, rendez l'argent des privatisations et rendez-nous nos services publics efficaces et socialement vertueux. Pas question qu'un tel gâchis touche la SNCF et le réseau ferroviaire. Le plus efficace pour la collectivité n'est ni la concurrence ni la privatisation, c'est la mutualisation des moyens et la péréquation financière liée aux services publics. Donc oui au désendettement, oui au financement pérenne, oui à l'utilisation des institutions bancaires pour amoindrir le prix des investissements dans cette logique de développement du service public. Et donc nous soutenons cet appel d'économistes et de personnalités dans cet état d'esprit-là. Il faut parler argent, il faut aussi parler du sens de l'argent. Et donc nous pensons important, au moment où le gouvernement prépare ses annonces,
de poser cette question de la quantité de l'argent, mais aussi du sens de l'argent.